mais aussi d'une meilleure rédaction de leur rapport de stage. Parlons justement de l'offre de formation variée, diversifiée et innovante. Level Up Academy forme dans les spécialités suivantes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi ce soir de vous savoir encore très nombreux derrière vos petits écrans, l'écoute d'Horizon 3 Télévision. Bienvenue sur Horizon Soir. Horizon Soir, votre vespérale qui convoque, qui analyse, qui décrypte, qui déploie l'information comme nulle part ailleurs. Horizon Soir qui tous les soirs sur ce plateau reçoit un panel riche, très riche et varié d'experts de tous bords qui viennent ici croiser le web de manière à ressortir la quintessence, l'essence, l'efficience et même la science de la bonne. Mais alors là, de la très bonne information. Vous êtes donc à la bonne adresse, asseyez-vous confortablement. Ce soir encore, on va passer ensemble 2 heures de plus bonheur en télévision. Pour ceux qui nous prennent en relais pour la première fois, vous sentez-vous, chez nous. Vous êtes bel et bien sur Horizon Soir, diffusé sur l'antenne d'Horizon 3 Télévision. On va repartir du côté de la régie. Pendant cette légère transition, on revient juste après pour présenter ceux qui ont bien voulu ce soir nous honorer de leur présence. Question de décrypter profondément la thématique qui sera portée ou qui est portée ce soir à l'ordre du jour pour éclairer votre lanterne. Tout de suite pour la suite. De retour sur le plateau de l'émission Horizon Soir, bienvenue. Nous vous renouvelons encore nos amitiés les plus sincères. Nous vous remercions de votre fidélité. Elle nous honore au quotidien. Je vais donc comme ça de le tapis rouge à ceux qui sont avec nous sur ce plateau, qui ont bien voulu venir ce soir. On nous honorer de leur présence. Question de venir encore vous éclairer sur les problématiques qu'on va adresser ce soir. Le premier. Et avec nous ce soir, non des moines, c'est le seul politique pour l'instant sur le plateau. C'est un jeune qui monte très fort dans le parti qui représente ici. Il croit comme dit sa récente promotion de ce côté. Mais du moins, nous on l'invite ici pour son expertise véritablement avérée en matière de communication, pour sa perspicacité dans son langage, pour ses convictions qu'il ne cesse de mettre en avant chaque fois qu'il est sur ce plateau. Et ailleurs, il nous a encore fait l'honneur ce soir d'être avec nous, Abdoulaye Boubou, qui ici représente le Parti camerounais pour la Renaissance PCRN, Réconciliation nationale. Voilà, Abdoulaye Boubou, bien le bonsoir. Bien, bonsoir, M. Bika, et bonsoir également à vos millions de téléspectateurs. Voilà, très récemment, vous avez été promu. Vous avez été promu à quel poste aujourd'hui et pourquoi cette reconnaissance rapide? Parce qu'il faut dire que beaucoup de gens se sont dit mais c'est très rapide, Abdoulaye Boubou, il monte très vite, très fort. Aujourd'hui vous appartenez au nœud gardien décisionnel du parti. Comment avez-vous accueilli cette promotion et comment c'est passé? Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Peut-être je vais commencer par la dernière, je me sens bien. Ouais. Je me sens très bien. Avec, c'est vrai que les épaules lourdes, Ouais. c'est une lourde charge qui m'a été accordée. Et j'en suis fier et je me remplis ces fonctions avec toute la dignité, tout l'honneur qui sied dans ce poste. Voilà. On vous félicite pour ça. C'est vrai qu'ils sont curieux, ils veulent savoir quel poste c'est ça. Vous voulez savoir? Porte-parole national du président national. Voilà, il est dorénavant en face de, on a dans ce plateau le porte-parole national du président national du PCRN. C'est lui qui porte la voix dorénavant, autour de la voix du président Cabral Libé. Voilà, donc lorsqu'il parle ici, c'est Cabral qui parle à la réalité. Bravo pour
pour cette nomination de côté. On va vous entendre sur la problématique qui a récemment fait les choux gras de la presse et qui continue toujours à faire les choux gras de la presse, ce bras de fer entre le MINAT et le REDAC. Le MINAT qui a été assez explicite tout de même dans son arrêté de suspension provisoire, il faut dire c'est 3 mois du REDAC, où il parle quand même d'un transfert exorbitant illicite de fonds intraçable. Il voudrait que le REDAC puisse être puisse se démontrer la provenance des fonds. Il parle quand même des activités qui peuvent déstabiliser le système financier camerounais. Il parle des choses comme ça qui sont suffisamment graves. Alors qu'il a scellé le REDAC à titre provisoire, Maître Hélène Combes est allée déceler le siège qui a été scellé par la suite. Donc on estime que le MINAT est allé trop vite en besogne, qu'il est très excessif, émotif dans ses prises de décision. D'autres estiment que lorsque l'on convoque les faits qu'il a convoqués, c'est suffisamment grave pour qu'on prenne cette décision, convoquant le contexte politico-social qui est quand même légèrement instable. Vous, à votre niveau, comment avez-vous, face à cette situation, comment avez-vous perçu ça? D'entrée, vous avez parlé d'émotion. Il faut quand même dire que nous commençons à nous habituer, parce que c'est depuis 2, 3, 4, 5 ans que nous sommes habitués à certains ministres qui prennent toujours des décisions qui manquent souvent peut-être de technicité, d'expertise. C'est beaucoup plus l'émotion. Nous sommes habitués à cela. Ce n'est pas la première fois. Bon, par contre, le fait de vouloir assainir l'espace, tout cela, il faut qu'il y ait de la clarté de la part des ONG qui relèvent sur le territoire national. L'idée est bonne, c'est une très bonne chose, c'est bien pour tout le monde. Et nous faisons confiance au REDAC. Tout le monde connaît cette ONG-là ici dans ce pays. Bon, en tout cas, nous leur faisons confiance, ils vont prouver cela. Et le fait qu'elle défier l'autorité comme ça, le fait qu'elle soit allée elle-même déceler les scellés qui ont été posés pour une méthodologie, du REDAC, de cette posture nationale qu'on connaît, cette ONG qui doit, ou cette personne de maître qui doit briller par l'exemple quand même. Est-ce que c'est un message probant, bon qu'elle a envoyé au reste des Camerounais? Est-ce que c'est la défiance toute une autorité qui a solution face peut-être à l'épidémisme des ministres ou bien au fait qu'ils prennent des décisions inappropriées? Est-ce qu'il faut absolument aller se porter faux ou aller en ordre de bataille contre cela? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens d'agir, des moyens républicains d'agir? Évidemment, bien sûr qu'il y a toujours des moyens républicains d'agir. Et moi, personnellement, connaissant Maître Combe pour son intégrité, j'aurais bien voulu l'entendre sur ça. Parce que c'est quand même une personne dont on ne peut pas remettre l'intégrité morale de cette dame-là. Nous la connaissons. Et en tout cas, il y a également peut-être cette sorte de rôle que les Camerounais ont. Ouais. Et là, aujourd'hui, ça se parle parce que c'est une personnalité comme qui l'a fait. Vous savez, les Camerounais le font presque tous les jours souvent. Vous savez, moi je dis souvent, je fais aussi de la poésie. Dans certains de mes écrits, Bonsoir Bertrand Bika, bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs, de téléregardeurs. Je suis très content d'être encore des vôtres. C'est l'occasion pour moi de féliciter, de saluer la haute hiérarchie managériale de la télévision Horizon 3 qui monte en puissance. Mon souhait le plus absolu, ou mon vœu, serait que vous soyez également sur les cimes, au niveau des cimes les plus élevées, afin que mondialement, on puisse nous regarder chaque fois que nous venons ici, dire des choses pour éclairer la lanterne de ceux qui nous regardent, en posture donc des communicants auprès tout au moins ceux du collectif Droit pour le peuple. Je voudrais rassurer les uns et les autres que je ne dirais que ce qui est important, essentiel, non seulement pour la construction de la nation Cameroun, mais aussi de l'émission
Horizon Soir. Voilà, vous présentez au mouvement Le Droit pour le Peuple. Lorsque vous avez vu le spectacle, on va dire, alarmant ou bizarre que nous a offert très récemment Maître Alice Com et le Minat, parce que c'est un spectacle que personne n'aimerait revoir en public. Vous parlez de droit pour le peuple. Est-ce que vous avez l'impression que Alice Com, dans son acte, elle donne la posture, elle donne l'impression d'être au-dessus des lois, ou pensez-vous qu'elle a posé un acte pour démontrer qu'elle est dans son droit véritable? Comment vous, en tant que porte-parole du mouvement droit du peuple, avez-vous analysé le droit sous le prisme de cette action qu'a posée Alice Com? Je prendrais certainement à contre-pied mon vis-à-vis qui lui parle d'une intégrité de Maître Alice Com qui ne serait pas, qu'on ne pourrait mettre en doute, mais je suis désolé de le prendre à contre-pied pour dire les frasques de cette dame. Certainement, à des moments, je me pose la question, est-ce que c'est par effraction qu'elle est arrivée là où elle est? Parce que, voyez-vous, quelqu'un qui défend, soi-disant, les minorités, et ce pouvoir en... Je ne sais pas, c'est besogneux quand même. C'est-à-dire, c'est un droit de fait. Alors qu'elle devrait utiliser le droit. Mais elle est allée se faire justice, aller déceler. Je ne sais pas si nous sommes réellement dans un pays où, selon le code pénal, on dit nous sommes tous égaux devant la loi. Mais si un kidam avait posé ce genre d'acte, serait-il encore en liberté? Mais elle a brisé les scellés. De quoi parlons-nous? Elle a brisé les scellés. Elle brille donc par le mauvais exemple. Une dame qui s'acoquine avec des homosexuels, alors que la loi qu'elle prétend défendre, l'article 257, si je ne me trompe pas, du code pénal, dit bien qu'au Cameroun, la pratique de l'homosexualité est condamnée, réprimée. Mais quelqu'un vous dit quand même que laissez les gens faire leurs choses. Et elle dit même que c'est une orientation sexuelle. Je me pose bien la question. Sa maman aurait pris cette orientation sexuelle. Est-ce que Maître Alice Com devait être avec nous aujourd'hui? Je me pose quand même des questions. Mais si on est avocat pour défendre des causes perdues, des causes qui peuvent être considérées comme un crime contre l'humanité, je préfère encore un brigand à un homosexuel. Un homosexuel a brisé toute une génération. C'est-à-dire, il ou elle a insulté non seulement ses parents, mais Dieu également. Comment Dieu dit allez et procréez-vous, multipliez-vous et remplissez la terre? Des personnes vous parlent d'une orientation sexuelle quelconque, et une dame, une maman, qui est génitrice, se lève, elle dit qu'elle défend ça. Et on va saluer. Je vais lancer un cri à l'endroit des... Puisque j'ai vu des personnes qui sont comme elle, je vais la citer, Sandy de Boston, qui n'est pas différente de Maître Alice Com, parce que du côté de l'Hexagone, elle brille de mille feux par des actes zigzagueux. Je ne sais pas, elle a dit qu'elle doit donner 2000 francs à chaque bencineur afin d'accompagner Maître Alice Com pour aller encore braver une fois de plus le sans nous promettre beaucoup de rebondissements encore. Nous sommes là comme dans un film indien ou chinois. On ne sait pas ce qui va arriver après. Aimé m'a tout à l'heure enlevé quasiment le mot de la bouche. On voit depuis un certain moment dans les réseaux sociaux, après la défiance d'Alice Com, une certaine récupération virtuelle, on va dire ça virtuelle aujourd'hui, qui appelle les Camerounais à l'insurrection, ça faut dire comme ça, à aller accompagner Maître Alice Com pour braver encore l'autorité du préfet du Voré. Est-ce qu'on n'est pas là
est-ce qu'on ne gagnerait pas à, comment dire aujourd'hui, à éteindre le feu, à baisser un peu, à remettre de la balle au centre et reconvoquer cette affaire de cette manière? Est-ce que nous ne sommes pas là en train de friser là aujourd'hui des choses encore beaucoup plus graves pour arriver au Cameroun? On a l'impression que beaucoup de gens veulent profiter de la pluie pour chier dans le toit. Vous avez convoqué la pluie, vous avez convoqué le feu. Il faudrait déjà savoir qui a apporté le carburant, qui a apporté le carburateur et qui voudrait mettre le feu. Qui met le feu en réalité? Bon, contrairement à Aimé Césaire Dambo, je pense plutôt que lorsque ceux qui sont censés montrer la voie dans la cosmogonie Ekan, il y a la traversée de la Sanaga sur un serpent mythique, et il y a celui qui est devant qui tient le flambeau, il tient la flamme. La flamme, c'est pour éclairer la voie et montrer le chemin à ceux qui viennent derrière. Lorsque celui qui tient le flambeau, lorsque ceux qui sont censés montrer la voie, éclairer le chemin, ne le font pas, peut-être il faudrait simplement soit arracher cette flamme et donner à quelqu'un qui peut et qui doit tenir cette flamme, ou alors simplement se débarrasser de cette personne qui tient ce flambeau, parce que cette personne est illégale et illégitime. Si Maître Alice Com s'est opposée à l'autorité, ce n'est pas parce qu'elle est mal éduquée, ce n'est pas parce qu'elle est mal élevée, c'est simplement parce qu'elle en a ras le bol. Elle en a ras le bol de quoi? Elle en a ras le bol du fait que la justice est à plusieurs vitesses. Elle a ras le bol simplement parce qu'elle se rend compte qu'elle est face à une injustice. Elle est simplement face à un pouvoir. Elle est face aux pourvoyeurs qui détiennent la possibilité de régler des problèmes, mais ne le font pas. Maître Alice Com s'est simplement révolté contre ce qu'on peut appeler la malgouvernance, ce qu'on peut appeler l'incompétence, ce qu'on peut appeler l'inhumanité. Rappelons-nous, et il faudrait que nous le disions, Maître Alice Com, c'est quand même elle qui est, comment dire là, elle est dans la famille de la justice. Elle est celle-là qui connaît le droit. Elle a rappelé au préfet qu'elle est avocate depuis 1956 au Cameroun. Et c'était à dessein lorsqu'elle le faisait. Lorsqu'elle rappelle justement au préfet ces prérogatives-là, c'est parce qu'elle voudrait faire comprendre au préfet que, avant que ce préfet ne soit préfet, elle était déjà aux affaires. Elle connaît la loi et elle connaît les limites qu'il ne faut pas franchir. Si elle a posé cet acte, c'était simplement pour faire comprendre que trop, c'est trop. Ouais, Abdoulaye Boubou, lorsqu'on convoque quand même le contexte sécuritaire quand même qui est assez précaire aujourd'hui, on a le pays qui est quasiment en feu dans le nord, sud-ouest aujourd'hui. Il y a le nord qui n'est toujours pas très stable. Il y a parfois aussi des incursions du côté de l'Est Cameroun. On sait bien que pour qu'il y ait une guerre, il faut quand même qu'il y ait une économie de guerre qui prospère de ce côté. Est-ce qu'on peut encore se permettre dans ce contexte de voir des fonds arriver de manière tout azimut dans une structure et ne pas savoir ni la provenance ni la destination et fermer les yeux? Est-ce que ce n'est pas aussi un acte républicain, un acte citoyen, un acte de protection, de préservation de la paix? De premier que le ministre dit arrêtez ça, c'est important. Même si on peut dire que c'est un mauvais ministre, on peut dire tout ce qu'on veut aujourd'hui. Dans ce contexte, est-ce que ce ministre peut encore se permettre d'être léger vis-à-vis de tels actes lorsqu'on sait que l'agence au nerf de la guerre et le Cameroun est en guerre et quelqu'un gère un agent qui arrive à flot, on ne dit pas d'où ça vient, d'où ça part. Puisque les raisons sont évoquées, sont assez claires. On dit, il y a trop d'agents qui arrivent chez vous, on ne sait pas qui vous donne, ce que vous faites, venez vous expliquer. Il dit, vous manipulez tellement d'argent que vous risquez de porter atteinte au système financier camerounais. C'est quand même des trucs assez clairs. Et on lui dit, pendant 3 mois, tu es suspendu. On n'a pas dit définitivement. Et pendant ces 3 mois, viens nous prouver simplement que ton argent est propre et que ce que tu fais de ça est propre. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais
en réalité dans la démarche du ministre? En fait, déjà avant de venir à votre question, je vais rapidement quelques secondes, vous allez me permettre de répondre. J'ai l'impression que M. Césaire ne m'a pas très bien compris tout à l'heure. Ce qui nous intéresse ici, c'est cette affaire du REDAC et non les différents combats ou les différentes causes que mène Mme Alice. Et d'ailleurs, moi qui suis en face de vous, moi je ne mènerai pas ce combat-là. Ce dont vous venez de citer, moi je ne vais pas faire ce combat. L'homosexualité, moi je ne le ferai pas, donc elle le fait. Et le souci, c'est bien de vouloir assainir. Le climat est précaire, tout cela, tout cela. Vous savez, dans un grand État, le ministre de l'administration territoriale, lorsque le renseignement fonctionne, on n'a pas besoin de venir fermer les portes des structures avant de leur demander de se justifier. Puisque nous avons un système de renseignement qui fonctionne dans ce pays. Il parle de 16 milliards, n'est-ce pas, de fonds reçus, tout ça là. Mais moi j'ai envie de dire que lorsqu'on voit les sommes qui sortent tout le temps, qui disparaissent des caisses de l'État, alors voilà pourquoi je dis que ce n'est que 16 milliards. C'est la somme qu'ils ont évoquée, ce n'est que 16 milliards. Comparable à c'est des centaines de milliards qui disparaissent tous les jours dans les caisses de l'État. Et personne ne sait là où vont ces argents-là. Le ministre devrait également s'interroger sur où va cet argent pillé de l'État, lorsqu'on pille l'État. Et le climat d'insécurité, le climat de la paix qui est très précaire, dont vous dites, la classe gouvernante, c'est à elle de créer les conditions de paix dans un pays. Et c'est également à elle, c'est-à-dire ça, c'est le devoir d'un État. Aujourd'hui, nous parlons du REDAC. Vous vous souvenez, il y a encore quelques jours, c'était des centaines de millions qui sortaient des caisses où personne ne savait, où les gens venaient mettre la main lorsqu'il y avait une marche, ou lorsqu'il y avait la diffusion d'un film sur le monarque. Chaque fois qu'il y a des événements politiques ou des événements concernant certains partis politiques dans ce pays, c'est des millions et des centaines de millions qui sortent de nulle part. Et personne ne s'est jamais interrogé sur ces argents-là. Donc aujourd'hui, quand on vient demander au REDAC de faire ses comptes, de rendre compte d'où vient son argent, comment est-ce que ça fonctionne, c'est une bonne chose. Mais j'espère vraiment, je voudrais quand même que cela puisse continuer sur d'autres aspects. Que des personnes ne sortent plus de nulle part, que les hommes d'affaires ne sortent plus de leur poche des centaines de milliards pour financer la diffusion d'un film, pour financer les marches, pour financer lors des élections. Vous vous souvenez, pendant les élections, nous voyons des gens sortir, des hommes politiques qui ne sont pas des hommes d'affaires. Un homme politique n'a pas vocation à avoir des millions et des milliards. Et les gens ont ça dans ce pays. Et personne ne s'interroge. On devrait commencer également par là. Et d'où par exemple, le ministre des Finances aurait pu se mettre à appliquer l'article 66 du non, même pas. Les Camerounais se levaient comme un seul homme. Lorsque le REDAC prenait les positions sur l'homosexualité, tout le monde disait il faut fermer cette histoire au Cameroun, fermer ça parce que les valeurs qu'ils veulent promouvoir ne sont pas nos valeurs. Aujourd'hui, on suspend provisoirement le REDAC pour d'autres activités et on dit c'est une des meilleures ONG au Cameroun, ne la fermez pas parce que c'est problème. Comment comprendre cette dualité de comportement des Camerounais qui ne sont pas cohérents dans ce qu'ils veulent? Ils disent quelque chose et le contraire. On a l'impression qu'ils disent des choses simplement parce qu'ils veulent nuire un camp. Ils ne disent pas les choses pour le bien-être de la communauté. Pourquoi hier on veut tuer le REDAC, on veut fermer le REDAC, on souhaite confirmer le REDAC, aujourd'hui on suspend et tous les Camerounais disent que c'est mauvais sur le REDAC. Comment comprendre ça? Je voudrais vous faire savoir ici qu'à 80%, les Camerounais sont bipolaires. Je dis à 80%, l'orientation du vent. On suit l'orientation du vent. On est amnésique. Vous avez bien utilisé le mot. Très amnésique, je voulais mettre l'adverbe. Lorsque vous convoquez le REDAC, je voudrais d'abord dire au ministre, pourquoi vous acceptez même l'existence de ces choses au Cameroun? Ça ne sert à rien. Dites-moi ce que ces gens font. Qu'est-ce qu'ils font? Ils apprennent quoi à qui? Rien. Martinez Ogoa a été zigouillé. Le REDAC a fait quoi? Moi-même, j'ai fait plusieurs fois des jours et des nuits en cellule. Le REDAC a fait quoi? Mais le REDAC trouve quand même mieux de faire la promotion de l'homosexualité dans un pays où l'homosexualité est interdite. Monsieur Atangan Paul,
Montrez que vous êtes garçon en disant que ce truc ne doit plus exister. Ça n'apporte rien. J'ai dit rien et rien. Si ce n'est des misères. Vous voyez des personnes qui se sont accoquinées avec l'extérieur, avec l'Occident. Vous vous souvenez, j'étais au devant pour mener ce combat en son temps avec, je vais le citer, Sismondi Balé Bichoka. Maître Alice Com, je vais la citer, c'était à l'hôtel Mansell, sans publicité, où elle avait réuni les homosexuels. Et en ce moment, 200 millions de francs CFA étaient en gestation. On attendait seulement le OK pour que ça arrive. Bon, je me pose la question, qu'est-ce qu'elle fait avec 200 millions de francs? C'est pour aller à Konengi parce qu'elle est avocate, donner de la nourriture, acheter des matelas? Je ne pense pas. Badinter, paix à son âme, ex-ministre français, je ne sais pas si c'était des relations extérieures et autres. Badinter devait atterrir au Cameroun, reçu par Maître Alice comme pour ce maudit financement. Maximilien Gobet, qui est chef du REDAC, dites-moi sincèrement ce que cette dame fait au quotidien. Allez dans les cellules, que ce soit dans les commissariats, dans les brigades de gendarmerie. Regardez comment des personnes sont malmenées. Que fait le REDAC? Les femmes, vous connaissez la logique des féminicides au Cameroun? Où à l'heure où je vous parle, au moins 100 femmes ont été tuées, je n'ai pas dit auraient été tuées, ont été tuées par leur mari, alors que le REDAC est là. Je voudrais être vraiment déterminé à croire que nous ne voulons pas la paix au Cameroun. Si nous voulons la paix sincèrement, les ONG qui pullulent, Amnesty International, Human Rights Watch, International Crisis Group, dites-moi s'il y a une seule ONG camerounaise en France en train de voir comment le gouvernement français travaille bien, il n'y a pas de malgouvernance, vraiment les élections se sont bien passées, ou vraiment, dites-moi le pays au monde où il n'y a pas de problème. Mais en Afrique, c'est le pays des misères, on doit voir des personnes arriver pour contrôler des élections, c'est une honte. Je dis bien c'est une honte. Monsieur Atangan Djipol, si vous êtes ministre de l'AT, il faut dissoudre le REDAC. Ça ne sert à rien. Et vous posiez la question tantôt. Beaucoup d'argent entre. Vous avez suivi ce qui s'est passé du côté du nord-ouest et du sud-ouest? Où des personnes habilitées en tant que service médical, au lieu de porter secours à tout le monde, mais on choisit ceux à qui on doit porter secours, les ambaboys. Mais vous avez suivi ça? Ça a coûté la peau à un député de cette... Contrairement dans les prisons camerounaises où les prisonniers ne sont pas nourris, il faut aller les partager de la nourriture, vous comprenez? Par contre, lorsque vous allez par exemple en Espagne, le problème de l'immigration clandestine, ces ONG-là, c'est des ONG qui fonctionnent énormément, qui aident beaucoup de gens dans ce domaine, est-ce que vous comprenez? Et Amnesty, par exemple, dont vous évoquez le nom, nous sommes dans un pays où l'État pose toujours des actes douteux. Il y a une crise de confiance entre la classe dirigeante et les populations. Donc, d'où parfois l'intervention de certains ONG pour aider les gens. Rendez-vous compte qu'il y a des ONG internationaux, déjà ça s'appelle ONG. Donc, ces organisations ne relèvent pas du gouvernement français. Vous comprenez? Donc, le fait que ces ONG aient été créées peut-être par des personnes ayant des nationalités françaises ou américaines, vous ne pouvez pas rattacher ces ONG-là à ces États. Vous comprenez? Il faut que nous faisions rapidement la différence. Non, on va revenir. Ce n'est pas un débat entre vous. Hein. On va revenir. Non. On va revenir. Hein, non, avant de revenir... Je peux chuter rapidement. Ces ONG-là, parfois, quelquefois, dans certains pays d'Afrique qui vivent des difficultés, vous voyez, ces ONG, c'est des gens qui aident beaucoup les populations, surtout lorsque vous allez dans des pays, surtout vous allez dans des zones arides d'Afrique où on ne cultive pas assez, à cause peut-être des caprices du climat ou à cause des guerres. De toute façon, ils ne sont pas forcément ici. Allez-y rapidement, vous allez réagir. Je vais dire à mon jeune frère, vraiment, je ne veux pas qu'il soit aussi naïf. Le mot n'est pas excessif. Non, vous ne pouvez pas dire que c'est de la non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Également faire de la je peux retirer le mot. Je retire le mot. D'accord. Je retire le mot.
Bertrand Bika, à votre demande, je voudrais que nous fassions un débat ici sur les ONG et leur financement. Ok, c'est compris. Et surtout avec la présence de mon frère. D'accord, on a pris rendez-vous cette année, on va le faire. Bon, monsieur Sogo Ekolo, africanologue, on va convoquer la cosmogonie africaine, quand même, qui a des valeurs qu'elle défend mordicus. Elle nous dit quand même que chez nous en Afrique, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses que, même si jamais vous voulez les faire, vous les faites très loin, cachés, parce qu'il y a la malédiction qui est adossée à beaucoup de choses qu'on peut faire. On n'est pas libre de tout faire, même qu'on nous empêche pas de faire les choses. Par exemple, cette homosexualité-là qui vient en porte-à-faux avec cette cosmogonie, que vous défendez au quotidien, lorsque un organisme futile le rédacte, vise comme ça à venir avilir cette cosmogonie africaine qui est chère à nous tous, qui nous permet quand même de regarder dans la même direction et nous permet d'être fiers de nos valeurs, d'où nous sommes partis et d'où nous partons, et que une décision du ministre vient quand même faire asseoir l'africanité qui est en nous de manière claire. Est-ce qu'un bon Africain, un bon Africain, un bon Camerounais devrait s'opposer à ça? Est-ce que dans la culture africaine, ce n'est pas justice de fermer une histoire comme celle-là? Je dis histoire comme celle-là parce que lorsque on défend l'homosexualité, j'estime que dans le côté africain, on n'est pas quelque chose, on est une histoire ou un machin. Est-ce que ce n'est pas normal de fermer ça pour éviter que nos enfants puissent aller vers la perdition? Avant de fermer, il faudrait ouvrir le débat. Qu'est-ce que l'homosexualité? Qui est homosexuel? Et quels sont les types d'homosexualité? Tant qu'on n'a pas ouvert le débat, on ne peut rien fermer. C'est le débat légitime en Afrique. Et ça, en Afrique, on peut ouvrir le débat pour expliquer l'homosexualité à quelqu'un. C'est légitime en Afrique. Ça veut dire, on arrive dans un village, je dis, bon, avant de fermer, expliquons quand même. Il y a l'homosexuel dans la nature, donc on peut accepter. Vous estimez qu'en Afrique, vous convoquez ici votre caractère africaniste. Hein? Vous pensez qu'en Afrique, dans nos villages, on peut ouvrir un débat comme celui-là sur l'homosexualité pour essayer de comprendre pourquoi tu commandes des choses? Oui, il faudrait ouvrir le débat. Il faudrait justement ouvrir dans le débat. Dans nos chauffeurs en Afrique, dans nos villages. Et c'est le problème justement avec les religions traditionnelles africaines et les religions occidentales. Les religions occidentales, elles passent plus facilement parce qu'elles ouvrent le débat, elles posent les questions et les gens discutent. Finalement, il y en a qui choisissent un camp et d'autres qui choisissent l'autre camp. Malheureusement, le problème de notre tradition ancestrale, endogène, africaine, c'est le fait que le débat n'est pas ouvert. Il faudrait ouvrir le débat. Qu'est-ce que l'homosexualité? Il faudrait le dire et il faudrait le traduire dans nos traditions. Qui est homosexuel? Il faudrait le dire, il faudrait le traduire dans nos traditions ancestrales africaines. Quels sont les types d'homosexualité? Est-on homosexualité parce qu'on a choisi? Est-on homosexualité parce que c'est une fatalité? Est-on homosexualité parce que c'est le... Et lorsqu'on aura ouvert les débats, le but, ce sera quoi? On va ouvrir les débats pourquoi? Le but, c'est pourquoi? Le but, c'est justement que lorsqu'on a condamné cette, comme le président a dit... Lorsqu'on nous voit ouvrir les débats, hein, pour comprendre les types, le pourquoi, du comment des choses, c'est pourquoi après. C'est ça que je veux savoir. Le but, c'est justement que lorsqu'on va condamner, chacun comprendra exactement la profondeur du mal qu'il y a dans l'homosexualité. Parce que si on laisse prospérer l'homosexualité, ça en est fini de l'humanité. Et tant qu'on condamne une chose, sans expliquer, sans dire la profondeur du mal qu'il y a dans cette chose, on ne comprendrait pas. C'est pour ça qu'il faudrait ouvrir d'abord le débat, expliquer, et il faudrait que chacun soit complètement en phase avec le mal qu'il y a. Malheureusement, quand on refuse d'ouvrir le débat, les gens ont comme l'impression qu'il y a quelque chose de bien qu'on cache derrière l'homosexualité. Et pourtant, il n'y a rien de bien dans l'homosexualité. Ça, il faudrait le dire. Dans l'homosexualité, il n'y a rien de bien. Malheureusement, puisqu'on n'ouvre pas le débat, on ne dit pas qu'est-ce que l'homosexualité, qui est homosexuel et les types d'homosexualité. On a comme l'impression qu'on veut cacher quelque chose qui est bien. Mais je le dis,
dans les traditions africaines, l'homosexualité, c'est la pire chose qui peut arriver à... Qui ont vu le jour aujourd'hui. Aujourd'hui, on a quand même toute Gamako Souture qui est sur le terrain, mais les Camerounais n'arrivent toujours pas à comprendre à la réalité qu'est-ce que c'est réellement, qu'est-ce que ça les apporte même au quotidien. Ils ont l'impression que plus on rapproche le pouvoir des populations, l'autonomie des populations, plus les problèmes sont encore beaucoup plus grandissants. C'est une décentralisation qui était annoncée comme une panacée, qui est venue changer la vie des Camerounais, est en train de se transformer en véritable serpent de mer. On ne sait pas par quel boulot tenir, on ne sait pas où est-ce qu'on va véritablement, on ne sait même pas si elle est effective ou si elle est effective au Cameroun, tant les actes qu'on pose et ce qu'on dit sont diamétralement opposés. On va essayer de comprendre ça. Ici aujourd'hui, Abdoulaye Boubou, la décentralisation au Cameroun 96-2024, quel bilan faites-vous de cela aujourd'hui, la décentralisation au Cameroun? Le bilan, il est pas médiocre. Il est carrément nul. Oui. La loi dit qu'il faut transférer 15% du budget aux collectivités. Cela n'est pas fait. Et nul ne sait pourquoi ce n'est pas fait. Et ils viennent nous expliquer, parfois ils nous disent, oui, mais les communes, les CTD doivent d'abord, comment dirais-je, doivent une préparation. Il y a un terme qu'ils utilisent souvent, moi je leur dis souvent, mais qui doit les préparer? C'est-à-dire, c'est le frein au développement local. Et également par ça, le parti au pouvoir utilise cette décentralisation-là pour jeter à la vindicte populaire les élus locaux. Tous les élus locaux du Cameroun s'en plaignent, sans aucune distinction, de tous bords, tout le monde se plaint de cela. Vous savez, vous ne pouvez pas... Il y a tellement de choses à dire dessus, tellement d'injustices. Les richesses sont produites par ces collectivités. L'État vient leur prendre cela. On ramène cela au niveau central. Et ils vont se remplir les poches avec cela, cet argent. Ils ne leur renvoient plus absolument rien. Le bilan, il est vraiment mitigé. C'est nul. Ce n'est même pas médiocre. Et c'est une injustice. Et tant que nous n'allons pas régler ces problèmes, nous n'allons jamais avancer dans un développement. Il n'y aura jamais de développement. La précarité va toujours régner. Et c'est tellement grave. Bon, de toutes les façons, le régime de 82 se désespère en matière de non-respect des lois et des règles qu'eux-mêmes ils écrivent. Monsieur Essogo et Kolo Africanolo, vous êtes un homme des terroirs, vous les apportez au quotidien, vous côtoyez un peu ces choses-là. Vous savez certainement si les populations de Ngolmodouga, depuis que cette décentralisation effective, vivent mieux qu'avant. Quel regard que vous jetez sur ça au Cameroun depuis? On parle de ça en longueur, en largeur, toute la journée. Il y a même une émission qui est consacrée à l'implantation de la décentralisation. Est-ce que ça a changé quelque chose au quotidien? Il a besoin d'un espace pour cultiver à manger ou d'un marché pour acheter à manger. Malheureusement, nous avons affaire, on l'a déjà dit avant, on va le dire aujourd'hui et on le dira encore demain, nous avons affaire aux plutocrates. Les plutocrates, ce sont simplement des gens qui sont riches et qui sont incapables de comprendre la pauvreté, parce qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Nous avons également affaire aux gérontocrates. Ce sont des gens qui ont déjà atteint un certain âge et les problèmes de la majorité de la population camerounaise, ce sont les jeunes. Malheureusement, ces gens qui dirigent ce pays ne sont pas jeunes. Ils ne peuvent donc pas comprendre les problèmes de la jeunesse parce que ça ne les concerne pas. Nous sommes donc dans un état où nous avons d'un côté les messies. On avait déjà évoqué ce terme dans des émissions précédentes. Le Messie, c'est celui-là qui a la solution miracle à un problème. Ce pays n'est pas dirigé par des IOV, des indicateurs objectivement vérifiables. Sur quelle base est-ce qu'on nomme la personne qui va gérer les problèmes d'eau? Est-elle compétente?
connaît-elle exactement de quoi il s'agit? Sur quelle base est-ce qu'on nomme un ministre? Est-ce que ce ministre sait exactement quelles sont les prérogatives de son ministère? Malheureusement, on se rend compte que le Cameroun, si on peut prendre une image, c'est simplement, quelqu'un l'avait déjà pris, en fait plusieurs personnes l'avaient déjà pris, c'est à peu près comme un gâteau. Le gâteau, c'est souvent de manière échelonnée. Plus bas, on a la plus grosse partie du gâteau et la plus petite partie du gâteau est vers le haut. Celui qui tient le gâteau, celui qui tient le couteau pour partager le gâteau, c'est lui qui détermine des tranches du gâteau. Est-ce que vous êtes donc en phase avec la personne qui va distribuer le gâteau? Si vous êtes en phase... Comme Jean de Momo, il dit qu'on discute avec quelqu'un qui partage la viande à Réunion. Oui, justement... La viande à Réunion, il faut je ne pas te donner la viande. L'image de Momo est justement révélatrice de la réalité et des réalités de notre pays. Celui qui tient le couteau, c'est lui qui détermine les tranches de gâteau. Et c'est lui qui a en face de lui les personnes à qui il doit distribuer le gâteau. Est-ce que vous faites comme Alice, comme... En 1996, la constitution du 18 janvier disait bien que le Cameroun est un État unitaire décentralisé, qu'il a fallu beaucoup d'années, plus d'une vingtaine, pour qu'en 2020, comme par sursaut d'orgueil, mieux, je voulais dire, pour contenter quelques frustrés, quelques indignés qui disaient qu'on n'est pas en train de respecter la constitution du 18 janvier 1996, à savoir la mise sur pied des institutions telles le Conseil constitutionnel qui a vu le jour, le Sénat qui avait vu le jour pendant qu'on n'avait que l'Assemblée nationale. Et c'est ce Sénat qui certainement doit regarder avec vigilance ce qui se passe du côté de la décentralisation. Avec les régions. Est-ce que le Sénat fait son travail? Non. Pourquoi on a donc créé le Sénat? Une institution budgétivore. Les gens se la coulent douce, sans effectivité, sans efficacité. Maintenant, en 2020, on a dit, on aura maintenant... Je me demande comment on est parti des provinces. Moi, dans mon Bapsam natal, je disais province de l'Ouest. Et on est venu dire, un découpage. Après, on dit maintenant, ce n'est plus province, c'est région, parce que décentralisation va arriver. Quel est l'objectif d'être passé des provinces à région? Rien. 2020, l'élection a pris au moins 82 millions, je suis modeste pour 10 millions, de nos francs. 82 millions de nos francs. Pour rien. Les conseillers, on dit à Ebolova, c'est quel? Il arrive là, on dit le conseiller est arrivé. À Baussam, conseiller régional, il est arrivé. À Yaoundé, il est arrivé. On a cru devoir tromper le peuple parce que jadis, on disait que le maire qui ne pouvait même pas prendre les 15% dont parlait mon frère tantôt. La main gauche, c'est parce qu'il va sortir quelque chose avec la main droite. En fait, le fait d'agiter la décentralisation, c'est parce qu'on sait que pendant que vous vous concentrez sur la main qui parle de la décentralisation, on va sortir quelque chose d'autre. Très souvent, ce qu'on sort, c'est un lapin. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que le lapin que le magicien sort, ce magicien vit avec ce lapin et nourrit ce lapin. En d'autres termes, s'il faut revenir sur le plan de la société, ceux qui nous dirigent connaissent exactement qui ils dirigent. Ils savent exactement quel est le public. Nous sommes en spectacle. Il faudrait simplement le dire. Notre État, à chaque poste de responsabilité, nous avons simplement d'un côté les magiciens, de l'autre côté les prestidigitateurs. Et c'est maintenant à chacun de distraire son public. Nous avons on va revenir plus tôt direct. On va retrouver Romaric Noifeu au 19h30 de 3 télévisions. Bonsoir Romaric. Bonsoir Bertrand, bonsoir également à votre riche panel constitué ce soir. Bienvenue au 19h30. On vous passe l'antenne Romaric.
Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal pour sa 4e livraison de la semaine sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. 2 titres pour s'ouvrir sur le monde. Le transport clandestin en cette période festive, en tout cas intérieuse, la quiétude de plusieurs Camerounais, les fêtes de fin d'année au Cameroun, qui sont réputés d'être des périodes tristes où accidents et même morts se partagent. Le quotidien des passagers en cette fin d'année, même si des mesures de prévention sont prises par les autorités, les petits conducteurs qui vont dans les zones enclavées pour la plupart vont livrer justement leur état d'esprit dans cette édition consacrée au journal sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Et puis on s'intéressera également à cette information relative à la tendance vestimentaire de ces fêtes de fin d'année. Notre série consacrée justement à ces fêtes se poursuit et aujourd'hui on s'intéresse à la tendance vestimentaire que vont adopter les Yaoundéens pour la fête de Noël. Malgré le manque d'affluence observé dans nos marchés, quelques citoyens s'y rendent pour trouver leur tenue parfaite. Commerçants et même clients ont accepté de s'exprimer au micro de notre reporter. Vous aurez l'occasion de les écouter tour à tour dans cette session consacrée à l'information, mesdames et messieurs. Voilà pour tout ce qui constitue la vitrine de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous et à toutes. La session parlementaire consacrée pour ce mois de novembre 2024, encore appelée la session budgétaire pour préparer justement l'exercice budgétaire pour l'année 2025, s'est refermée. C'était hier 11 décembre 2024. Sa particularité est qu'elle s'est tenue dans ce nouveau siège consacré au palais de l'Assemblée nationale, siège en tout cas. Parlons cette fois-ci de l'actualité qui oppose le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, et à certaines organisations de la société civile au regard de ces scellés apposés sur le siège du REDAC, ayant ainsi pour président de ce conseil d'administration Maître Alice Com. Il faut dire que celle-ci a accepté, en tout cas selon certaines affirmations, de défier le gouvernement en place en retirant l'ensemble de ces scellés. C'est un acte qui n'a pas ainsi intéressé le ministre de l'administration territoriale qui a instruit tout de suite le préfet du Vouri à convoquer celle-ci dans ses locaux, siège en tout cas dans la capitale politique à Douala. Il faut dire qu'à la suite de cette affaire, plusieurs organismes de la société civile ont accepté de se mettre ensemble pour adresser une correspondance au ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi. Comment comprendre un ensemble d'actions qui visent ainsi à fustiger la démocratie dans notre pays? Cette question semble en tout cas trouver réponse dans la tribune signée Joseph Arsène Bachungo. Une affaire d'État, ça va donc se savoir dans ce bras de fer qui oppose désormais tout un département ministériel, l'administration territoriale avec extension aux autorités administratives de tutelle, à savoir le préfet et les sous-préfets territorialement compétents. Ces événements qui se déroulent entre le 6 et le 12 décembre à Yaoundé et à Douala nous donnent l'occasion de convoquer plusieurs paramètres. D'abord, la difficulté qu'a l'État du Cameroun aujourd'hui à maintenir son autorité sur certains acteurs sociaux dans un règne d'injustice, de violence et de violation des lois en vigueur et des droits de l'homme. Puis, la crise politique issue de la grogne populaire latente qui elle-même est le résultat de l'échec de gouvernance dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de développement. La lutte contre le vol, que dit le pillage de la fortune publique. Ensuite, la mauvaise foi ou l'incapacité du régime du renouveau à respecter les textes fondamentaux, à garantir les principes de base de la démocratie consacrés par la loi numéro 90/53 du 19 décembre 1990 sur les libertés d'association, à honorer et à tenir les engagements internationaux consignés dans les traités, accords et conventions. Il ne sera pas exagéré de le dire que l'actuel ministre de l'administration territoriale, dans ses sorties épistolaires et médiatiques, est toujours en déphasage avec la société moderne et même la fragile constitution camerounaise. Ses actions portent une forte coloration, qualifiée de coloniale et post-coloniale, plusieurs fois recadrée et rappelée à l'ordre par le chef du gouvernement. Paul Atangandi s'attaque à tout et à tous, c'est-à-dire aux partis politiques, aux organisations de la société civile, en passant par les médias, les églises,
Tout ceci au nom du chef de l'État. Il est partout et nulle part en fauteuil de trouble, loin de la garantie de l'ordre public et de la stabilité du territoire dévolue au département ministériel dont il a la charge de présider. Entre la recherche du maintien absolu du statu quo politique dans les rapports de force et équilibre élitiste et le souci de l'application de l'état de droit, la ligne de démarcation semble avoir disparu dans ses agissements. Nous attendions à une affaire Minat et Redak ou encore à Tangandji Maître à l'ISCOM. Aujourd'hui, le nouvel épisode qui s'ouvre avec ce collectif des organisations de la société civile, des personnalités juridiques et politiques telles que Maître Akerouna, Kawala, Arbobala, Monseigneur Sébastien Mongo, pour ne citer que cela, signataire d'une lettre adressée à qui de droit, c'est-à-dire et à l'autorité administrative, est loin d'être une simple agitation. Elle peut être porteuse de germes de réels troubles sociaux avec graves conséquences. De nos collaborateurs qui nous a fait parvenir la note du ministre du Commerce, nous avons bel et bien constaté la baisse des prix. Donc, le ciment robuste qui coûtait 5300 est actuellement à 5200. Donc, actuellement, nous appliquons le prix de 5200 qui a été recommandé par le ministre du Commerce. Une situation qui arrive dans une période où les responsables des quincailleries sont en colère car ayant déjà mis en stock des quantités importantes d'où des énormes pertes à ce jour. Bon, c'est vrai que ça nous prend à contre-pied parce que là, nous avons pris aux fournisseurs avant la baisse. Donc du coup, avec cette baisse, ça nous pénalise, on ne peut pas s'en sortir en vendant comme nous vendons, mais on n'a pas le choix. Il faut respecter les textes sont les textes. Donc, en quelque sorte, nous vendons à perte. La réduction du prix du ciment dans les villes de Yaoundé et Douala suscite des interrogations car on se rappelle encore des multitudes de réductions des prix des denrées alimentaires dans les marchés qui à date ne sont que des slogans. Et pendant que certains cherchent justement à se construire pour cette fête de fin d'année, ils sont également nombreux qui s'intéressent aux mesures sécuritaires pour les transporteurs clandestins, communément appelés OPEP. Les fêtes de fin d'année comptant pour cette année 2024 sont une véritable période triste où les accidents et même morts se partagent au quotidien. Les passagers qui en ont ras-le-bol, même si des mesures de prévention sont ainsi prises, les petits conducteurs qui vont dans les zones enclavées pour la plupart nous livrent leur état d'esprit dans ce reportage brillamment mené par Martin Luther Pi. Or que les fêtes de fin d'année approchent, la question des transports se pose. Les transporteurs clandestins ont donc une occasion de s'en mettre plein les poches par une intense et dense activité, car la mobilité sera très grande dans les zones périurbaines vers les grands centres-villes du Cameroun. Ce grand trafic n'est pas de nature à mettre parfois en danger la vie de nombreux clients et passagers. Selon les statistiques de la police routière, les accidents de la route ont augmenté de 20% pendant les périodes des fêtes en 2022 par rapport à la même période en 2021. Et à chaque fois, les transporteurs d'OPEP sont souvent cités comme les principaux responsables de ces accidents. Ces véhicules, d'une part, ne respectent pas toujours les normes de sécurité, notamment l'état physique, la qualité des freins, des pneus et le nombre de passagers qui oscille entre 6 et 8, voire 9 pour les petits véhicules de 5 places. Et d'autre part, par les conducteurs qui ne sont souvent pas qualifiés, notamment l'absence de permis de conduire, l'état d'ébriété de certains, le non-recyclage après de nombreuses années qui différencie de l'examen de permis de conduire pour transporter les passagers. Les conducteurs de ces véhicules ne respectent pas les règles de circulation et les normes de sécurité, mettant en danger la vie des passagers et des autres usagers de la route. Au vu de cela, la police routière a mis en place des mesures pour lutter contre le type de transporteurs pendant les périodes des fêtes. Des barrages routiers ont été installés sur les principaux axes du pays pour contrôler les véhicules et les conducteurs. Dans ces gares routières, les patrons se montrent un peu plus sélectifs et rigoureux. Pour les mesures de sécurité de la fin d'année,
nous avons pris... Nous intéressons également, dans le cadre de cette session consacrée au journal, à la série consacrée aux fêtes de fin d'année qui se poursuit aujourd'hui. On s'intéresse à la tendance vestimentaire que vont adopter ainsi les Yaoundéens, la capitale politique, pour la fête de Noël. Malgré ainsi le manque d'affluence observé dans les commerces, quelques citoyens s'y rendent en tout cas pour trouver leur mode vestimentaire et adopter pour cette fête de fin d'année. Reportage de Signé Fallon Mofoui. La fête de Noël approche à grands pas. Au marché de Vormbi, dans le 4e arrondissement de la ville de Yaoundé, c'est l'ambiance des grands jours. Les boutiques ne désemplissent plus. Parents et enfants cherchent la tenue parfaite pour le jour J. Dans cette boutique spécialisée en friperie, on y trouve un peu de tout, au goût de tout le monde. Juste à côté, chaussures et vêtements tendance pour enfants sont disponibles. Seul bémol, le manque d'affluence. Les tendances, on demande souvent les pantalons, les chemises, tout ce qu'il y a pour enfants. Et la boutique s'y est spécialisée en décembre en la vente de tout ce qui concerne les enfants de 0 jusqu'à 15 ans. Oui, donc tout est prêt. Mais pour l'affluence, il n'y a pas encore. Oui, c'est encore. On note que c'est un secteur où l'on retrouve une grande diversité d'espèces végétales et animales, dont certains sont endémiques à la région. L'Orange offre une gamme d'activités récréatives pour les visiteurs. Le bétail ici est constitué des divers animaux en captivité dans leur cage, en plein air pour d'autres, tout en contemplant la beauté très séduisante de la nature, en observant aussi des oiseaux colorés qui survolent les cimes des arbres. Dans l'Orange, on peut profiter des structures d'accueil en participant aussi aux courses hippiques, les balades en scooter ou en squad et loger dans des meilleurs espaces d'hébergement avec un climat doux, favorable et froid. Escale à présent dans les plantations de thé du domaine qui est situé loin de l'arrière-pays, dans les collines et les montagnes de l'ouest, plus précisément dans le nord-ouest. Le sol est très fertile et favorable à la culture du thé. Le domaine ici appartient au premier milliardaire en dollars d'Afrique noire francophone, le très richissime homme d'affaires Baba Amadou Danpoulo, avec une plantation de thé d'une superficie de 5000 hectares. La zone est surnommée la Cameroun Tea Estate dans le pays Foulari. Elle était exploitée depuis 1979 par l'État camerounais via la Cameroun Development Corporation. La structure emploie selon les besoins jusqu'à 800 personnes Jutista qui fait partie du paysage des Hautes. Parlons cette fois-ci de cette figure emblématique qui ne cesse en tout cas d'impacter l'écosystème politique de notre pays. Il est ainsi le propriétaire de plusieurs associations. Il a accepté de se livrer dans la lutte contre la corruption. D'ailleurs, il y a quelques jours seulement, il s'est intéressé à l'affaire Glencore qui a ainsi opposé l'État du Cameroun à quelques justement membres appartenant à cette organisation. Il est par ailleurs candidat à l'élection présidentielle. Il a été en 2018. Il milite pour la cause du Nord-Ouest et même du Sud-Ouest au regard de cette crise anglophone qui sévit dans cette partie du pays. Vous l'aurez certainement deviné, Maître Akeremouna est la figure sur laquelle on s'intéresse ce soir. Et le portrait de cette emblématique figure est signé Joël Akumba. Aussi à l'aise face à une caméra que dans une cour de justice, l'air sérieux mais rassurant, lui c'est Akeremouna, mieux encore, Maître Akeremouna. Fin limier du droit camerounais et international, celui qui fait office de portrait de ce jour a pourtant un parcours particulier. Né le 18 août 1952 à Nieng, une localité dans ce qui autrefois était appelé le Cameroun britannique, le jeune Akeremouna arrive dans une famille respectée au Cameroun. En effet, son père, Salmon Tandeng Mouna, est ancien premier ministre et artisan de l'unité nationale. Son frère Bernard Mouna, homme politique également, tente en 2011 de briguer le poste de chef de l'État. Il est aussi le frère de l'ancienne ministre de la Culture, Ama Toutou Mouna. Plus jeune, Akeremouna est séduit par les technologies de l'information et de la communication. Il veut donc tout savoir. Plus tard, sa soif de justice le conduit dans les couloirs du droit. À force de persévérer, il devient avocat et son talent fait de lui le bâtonnier de l'ordre de 1994 à 1997. Dans son parcours, il devient également président de l'Union panafricaniste des avocats et vice-président de Transparency International. Son amour pour le Cameroun va l'encourager à fonder en 2000 Transparency International Cameroun.
Pour lui, la sauvegarde des droits et libertés des Camerounais passe avant tout. En 2005 d'ailleurs, il devient vice-président mondial de l'Organisation internationale de lutte contre la corruption. Déçu de la gouvernance au Cameroun, il se porte candidat à l'élection présidentielle de 2018. Dans sa lutte contre la prévarication, il dénonce le gros scandale Glencore, encore ignoré de la plupart des Camerounais en mars 2023. Proche des couches défavorisées, Akerimuna vole au secours du jeune TikToker Junior Gombe, enlevé par des forces de défense du pays pour avoir revendiqué de meilleures conditions de vie. Il réussit à obtenir sa libération. Fort de ses engagements, l'ancien bâtonnier et homme politique, très critique envers le pouvoir en place, est investi en septembre 2024 par le parti Univers de Prosper Nkumvondo pour la prochaine élection présidentielle en 2025. Parlons cette fois-ci de l'actualité consacrée au sport cyclisme avec la régionale camerounaise, acte 13, place cette fois-ci à la compétition. Le premier coup de pédale qui sera donné ce jour avec une étape longue de 100 km dans la capitale de N'Djamena. Nous sommes au Tchad. Les équipes justement camerounaises engagées dans cette compétition, on retrouve le Tchad, la République centrafricaine. Alex Rodrigue Bekono nous en dit plus. Attention. C'est dans un critérium urbain long de 100 km dans la capitale N'Djamena que ce premier coup de pédale sera donné ce jour. Sur la ligne de départ, outre les équipes camerounaises, l'on retrouve les Sao du Tchad, Dynamique Vélo Club de la République centrafricaine et Santa Cruz Vélo Club de la Guinée équatoriale. La température monte dans les écuries à quelques heures du premier coup de pédale et l'objectif des équipes camerounaises est clairement défini. De la première étape, je vais donner mon maximum et voir ceux qui sont un peu aptes à me suivre pour pouvoir jouer les vrais adversaires durant cette compétition. Malgré les absences de quelques leaders, Moïse Kamdoum, capitaine de Progicel Vélo Club, croit à ses coéquipiers pour s'imposer à cette Kranska acte 13. Il faut dire que chacun, pour le moment, garde le moral haut parce que la compétition n'a pas encore commencé. Donc, ils ne connaissent pas encore très bien l'adversaire. Donc, je peux juste dire que les éléments sont en concentration. On va les définir au tout premier coup de pédale. Il faut dire que l'équipe progicière, si l'histoire le mentionne bien, c'est une équipe dans ses capacités très formelles et très disciplinaires. Nous avons les leaders comme Zhang Jouel. Chez les fauves de la République centrafricaine, il n'est pas question de jouer les figurants. Non, pour moi c'est pour la 5e fois, donc je suis ancien. Horizon 3 Télévision, Horizon Soir que dirige Bertrand Bika. Quant à moi, le rendez-vous est pris pour lundi lorsqu'il sera 13 exactement 19h30. Et demain, vendredi, vous retrouverez Madeleine Gobandon pour les éditions consacrées au week-end. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci Romaric Noifur. On se dit à lundi. Dès demain, vous êtes de repos avec le journal. De retour sur le plateau de l'émission Horizon Soir. Nous sommes toujours ravis de vous savoir très nombreux derrière vos petits écrans à l'écoute de ce programme qui compte, qui monte grâce à vous, à votre fidélité. Et nous honore, nous sommes sur ce plateau avec l'africanologue Essogo Ekolo, qui est avec nous depuis le début de l'émission, avec le porte-parole du président national du PCRN, porte-parole national du président national du PCRN, Abdoulaye Boubou, qui est sur ce plateau. Nous sommes avec Aimé Césaire Dambo, journaliste qui est avec nous sur ce plateau. Et ici, porte-stapi du droit du peuple. Droit du peuple. Droit pour le peuple. Voilà, ils sont là depuis le début de l'émission. On parle donc de la décentralisation avant que nous allions retrouver tout à l'heure Romaric Noifeu. Et ce que vous aviez la parole, on essayait de comprendre quel est l'impact aujourd'hui qu'on peut convoquer sur la vie des Camerounais par rapport à cette politique qui a vu depuis 1996 au Cameroun. Il y a d'un côté les prolétaires et de l'autre côté les plutocrates et les gérontocrates. Ils ont compris comment faire pour manipuler la population. Et à chaque fois que
la population demande quelque chose, ils essayent de trouver une formule, une petite formule magique, parce que il faut avouer que ceux qui nous dirigent sont beaucoup plus des magiciens que des techniciens. Et à chaque fois, donc, ils vont trouver comme ça une formule qu'ils vont dire, ils vont trouver un slogan, un très beau slogan. Et ils ont de très belles phrases. Peut-on passer des phrases aux actions? Ne doit-on pas évaluer un membre du gouvernement par rapport à ce qu'il a fait et non par rapport à ce qu'il dit? Peut-être il faudrait que nous arrivions à ce niveau-là. Quand on parle de décentralisation, ils vont décentraliser quoi? La décentralisation, c'est simplement permettre aux administrés d'avoir le regard sur la gestion. Est-ce qu'ils vont le faire? Nous sommes très loin de penser que c'est leur objectif. Et nous sommes très loin d'imaginer même qu'ils ont pensé que la décentralisation, c'est quelque chose qui est utile sur les papiers. Lorsqu'ils s'expriment, oui, ils le disent simplement pour se mettre à l'abri des institutions internationales. Parce qu'ils voudraient donner une certaine image. C'est à peu près comme un chef de famille qui, à l'extérieur, se présente comme le meilleur papa et le meilleur mari, mais dans la maison, on vit l'enfer. Et c'est ce que nous vivons justement. Je ne peux pas vous dire depuis combien de temps il n'y a pas l'eau dans mon quartier. Je ne peux pas vous dire le nombre de temps que met la coupure de courant. Et je ne peux pas vous dire dans mon quartier où est-ce qu'on jette les ordures. La décentralisation, c'est simplement permettre aux populations les plus reculées des quartiers d'avoir un regard sur l'argent qu'ils donnent. On va convoquer le plan politique économique tout à l'heure. Hein. Je vais encore se pousser sur le plan politique. D'après la décentralisation, les populations là-bas sont censées choisir eux-mêmes leurs propres représentants, leurs leaders, ceux qui vont porter, qui doivent porter les aspirations au mieux, hein, ceux qui les connaissent, les côtoient, celui vis-à-vis de qui ils se reconnaissent. Est-ce que vous avez l'impression que c'est effectif? Vous savez, vous avez l'impression que tout ce qui est au niveau local aujourd'hui, porte l'association du peuple, est l'émanation du peuple. Et il y a véritablement cohérence dans les communautés, cohérence dans les territoires parce qu'ils regardent la même dimension. Est-ce que sur ce pan-là, au moins, c'est respecté? Je vais répondre par la négation. Je regrette vraiment. Vous remarquez que c'est la deuxième fois que je réponds par la négation et ça me dérange beaucoup. J'aurais tant voulu être dans un pays où tout se passe bien. Tous les élus locaux ne sont pas vraiment l'émanation du peuple. Déjà que le premier élu, le premier des Camerounais, au lendemain de l'élection présidentielle de 2018, il y a eu tout un débat sur sa légitimité, sur les élections ici. C'est pas vraiment ça, vous savez, la décentralisation, s'il n'y a pas une décentralisation aboutie, vous ne pouvez pas arriver à un développement. Le développement ne commence pas par le haut, elle devrait plutôt commencer par le bas. Lorsque vous élisez votre représentant local, vous laissez sur la base d'un projet. Aujourd'hui, les maires ont tout le mal du monde à développer leur localité, du fait qu'ils n'ont pas les moyens d'y arriver. L'État... C'est les moyens ou parce qu'en réalité, ils ne sont pas en phase avec ce qu'ils n'ont pas élu? Puisque vous estimez que ceux qui arrivent aux affaires ne sont pas là parce que le peuple a besoin qu'ils soient là. Pas tous. Il y en a, certes, il y a des élections qui peuvent être contestées ou qui ont même été contestées. Ça arrive. Pas tous. Il y en a également qui ont été élus légalement. Mais la grande majorité, ils sont l'émanation du peuple ou pas? Je ne sais pas s'il faut... je sais pas, j'ai pas tous les éléments pour pouvoir évaluer le pourcentage de ceux qui ont été élus légalement et de ceux dont les élections peuvent être sujet de discussion. Mais néanmoins, il y a un point commun que tous les élus locaux ont. Le point commun est qu'ils ont tous du mal à développer leur localité. On va essayer de comprendre pourquoi tout à l'heure, on va essayer de comprendre pourquoi tout à l'heure, Aimé Césaire, vous que scrutez la sphère politique au Cameroun,
qui est toujours émaillé, entaché de revendications, hein, après coup. Ça, il faut le dire comme ça, de manière claire. Là, dans les élections locales, par exemple dans le nord-sud-ouest, on a estimé qu'il y a un seul parti qui a pu présenter les élus, les candidats, parce que vous avez les garanties de l'État, hein, et les moyens de l'État, du pouvoir pour pouvoir y arriver. Est-ce que de tels élus, dans un contexte crisant comme cela, peuvent être en phase avec la population, et de tels élus au niveau politique peuvent crédibiliser cette chose et faire en sorte que les gens se sentent aisés? Et ailleurs aussi, on peut convoquer aussi beaucoup d'États. On peut convoquer la discipline du parti qui fait qu'on envoie quelqu'un et c'est lui qui doit être élu, même si au niveau local, on ne le connaît pas, il n'a jamais rien fait. Est-ce que sur le plan politique, c'est convocable aujourd'hui cette situation? Je vous ai dit tantôt, ne peut témoigner de la douleur de l'abcès que celui qui l'a eu. Et ça se vérifie à plusieurs niveaux, même au plus haut sommet de l'État, où quelques personnes vous disent, bah, si vous n'avez pas besoin d'un beignet et qu'on vous le donne, soit vous n'allez pas le manger, soit vous allez l'offrir à quelqu'un. Plusieurs pays, surtout africains, sont gérés de cette manière. Et même dans le monde. Hein. Le monde est fait et constitué des personnes qui ne sont pas pour la plupart vraies. Et c'est surtout ceux qui ont des prises de décision. Pourquoi on refuse peut-être les préliminaires? Et les primaires, autant pour moi. Merci. Les primaires. On refuse les primaires parce qu'au bout d'un challenge, c'est l'élu local qui va jeter son dévolu sur la personne compétente et aguerrie à porter leurs aspirations. On refuse et on copte, on fait des scrutins de listes et bien d'autres choses. Ça compromet les chances de l'émanation, que ce soit au niveau du développement, que ce soit. Je ne veux pas aller très loin dans les zones conflictogènes nord-ouest et sud-ouest. Restons ici à Yaoundé ou à Kondongo. Tout le monde a été ébahi, choqué de voir une chose extraordinaire. Quelqu'un qui était à un seul point d'être lui-même maire a profité de donner sa voix à une autre personne qui n'est même pas aimée pour que la supercherie dont vous faites allusion continue. Et c'est à dessein, M. Bika. Pourquoi? Si nous faisons des réunions de franc-maçonnerie, de Rose-Croix, d'homosexualité et bien d'autres, Aimé Césaire Dambo qui n'adhère à rien, il a beau être compétent, mais il ne fait pas les messes noires. Mais du coup, on ne va pas le prendre. Donc il y a beaucoup de choses qui échappent même aux pauvres citoyens qui ne voient qu'une élection qui, selon moi, il n'y a aucune élection transparente. Toutes les élections, partout au monde, même aux États-Unis, on sait qui doit gagner. Je vous convoque 2000, où Al Gore était passé devant Bush. On a repris, hein? On a repris les élections pour faire passer celui qui était. Il y a eu des petits. Regardez ce qui se passe en Roumanie maintenant. Où on vous dit que bon, la Russie aurait fait ceci, on annule les élections. Mais comment les gens font les uns chez eux? On vous dit qu'un autre pays est venu interférer jusqu'à on annule. Vous comprenez que les mêmes, non s'il vous plaît, vous comprenez que les mêmes, parce que si vous n'êtes pas voleur, M. Bika, vous ne pouvez pas savoir comment on fait pour voler. Si vous dites qu'on a volé vos élections, ça veut dire que vous êtes maître dans l'art de faire aussi que les élections... Monsieur Césaire, vous ne devez pas dire que toutes les élections, certes, il peut y arriver des ingérences. Dites-moi l'élection qui est transparente. Il peut y arriver il peut y arriver des ingérences de certains pays, de certaines organisations dans l'organisation des élections, qu'elles soient locales ou nationales, vous comprenez. Mais vous ne devez pas affirmer avec... Mais c'est une évidence. Non, vous ne devez pas... Je vous demande... Il n'y a pas de règles sans exception. Il n'y a pas de règles sans exception. Vous êtes d'accord avec moi? Et la question de l'illégitimité des élus locaux dont parlait M. Bika, c'est une question, cette illégitimité, elle ne vient pas très souvent de la cooptation du candidat.
cette illégitimité vient du fait d'une élection frauduleuse. Vous comprenez? La légitimité, plus que elle peut venir que du fait, rapidement, je vais chuter pour chuter rapidement, plus que le suffrage universel. C'est le peuple qui le donne. Nous sommes d'accord. C'est le peuple qui accorde le pouvoir. Donc l'illégitimité d'un dirigeant est effective du moment où celui qui est censé l'élire ne l'a pas fait. C'est à ce moment-là que le dirigeant devient illégitime. Et en ce moment-là, il y a un véritable problème. Mais néanmoins, il y a des dirigeants, il y a des maires, il y a des députés, il y a même des chefs d'État dans des pays où des élections se passent librement. Vous comprenez? Est-ce que vous pouvez citer... On va essayer d'avancer. Je veux qu'on convoque un peu. Non, j'avais la parole, sauf si vous me l'enlevez. Bon, allez-y. Nous avons l'exemple du Sénégal, où le peuple s'est levé. Ok. Je voulais donc continuer pour dire, bon, quand il convoque le Sénégal, non, ne répondez pas. Allez-y. Je continue donc en disant, si la décentralisation a certainement du plomb dans l'aile, c'est tout simplement parce que à un moment donné, vous avez crié, vous avez péroré et on a voulu vous satisfaire. Mais du fond du cœur, il n'y a rien, M. Bika. Je vous dis du fond du cœur. La décentralisation a son contraire. On aurait voulu éviter l'autocentralisation du pouvoir. N'est-ce pas? Mais regardez ce qui se passe. À peine même, on peut même vous dire de ne plus, comme c'est écrit, l'extrait du casier judiciaire. À un moment donné, quelqu'un peut vous dire que, comme on peut faire partout, c'est interdit. Venez seulement faire à Yaoundé. On laisse des petites choses comme ça, là, se faire un peu de partout, parce qu'on sait que ça n'a aucune utilité. Ça ne génère aucun sou. Mais, vous vous souvenez, un maire à qui on doit donner 15% du budget pour réaliser de ceci ou bien de cela, on ne le fait pas. Le parquet minimum, depuis 2000, l'an 2000, où on citait parquet minimum, c'est monté, c'est descendu. Un maire vous dit, chez moi, je ne sais même pas si ça va arriver, soit au mois de décembre ou bien au mois de janvier. On va revenir. Je voudrais convoquer avec vous le caractère des infrastructures comme de ce côté et de certains pans. Ça comprend quand même des ressources et des compétences. Oui. Même si on peut convoquer aujourd'hui la pertinence de cette politique, il est quand même vrai qu'il y a des compétences qui ont été transférées aujourd'hui à certaines mairies de manière effective. On comprend la compétence sur les écoles publiques, maternelles et primaires, qui aujourd'hui, et des centres, c'est des hôpitaux, qui sont véritablement sous le joug aujourd'hui des maires dans les communautés. On a vu le maire à Temung qui s'est plaint du lycée, qui n'est pas accompagné par le lycée, c'est le conseil régional. Mais lui, il a dit qu'à son niveau, quand même, il est peu de moins qu'il avait. L'école d'Ongoumou, aujourd'hui primaire, c'est une école viable et viable. On voit d'autres mairies ici, dans la ville de Yaoundé, qui ont les mêmes compétences, qui ont les moyens, parce qu'on va dire aujourd'hui, les moyens n'arrivent pas, mais qui ont des impôts locaux qui prélèvent aujourd'hui et qui leur permettent de vivre. Puis on voit les budgets des mairies qui grimpent au jour le jour. Mais... Sauf qu'ils prélèvent pour aller voilà. Et maintenant, quand même... Non, les mairies ne les prélèvent même pas. On se rend tout de même compte que c'est pas plus reluisant qu'avant. Quand l'État central gérait et lorsque les mairies gèrent aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de différence, ça va peut-être de mal en pire aujourd'hui. Comment comprendre ça? On s'est dit, on va gérer au niveau local nous-mêmes. Le maire qui voit comment une école est en train de dépérir devant lui, réussit à avoir des petits moyens et laisse quand même cette mairie dépérir. Est-ce que c'était pas aussi... c'est pas même de comprendre que c'est quelque chose d'inutile parce que ce soit au niveau central, local, les mêmes tares ont migré. Monsieur Bika, ce n'est pas quelque chose d'inutile du tout. Vous savez, les maigres ressources dont vous dites que les mairies prennent, ils ne peuvent absolument rien faire avec, vous comprenez? Puisque moi je dis ceci, la loi, quand nous allons voter des lois, nous devons pouvoir... Pourquoi le maire d'Ongoumou a pu réhabiliter l'école primaire d'Ongoumou? L'école primaire d'Ongoumou, je ne sais pas combien de mètres carrés il faut, mais au moins, ce n'est pas les mêmes réalités partout. Vous comprenez? Moi je dis ceci, la loi, lorsque nous votons des lois, nous devons pouvoir les appliquer. La loi dit qu'il faut transférer les 15%. Transférez d'abord les 15%. Avant de dire autre chose, vous ne les transférez pas. Et même dans le, même dans le recouvrement... Donc vous avez dit que si on doit vous transférer 15%,
et on envoie 10%, vous ne pouvez rien faire avec les 10%. On a même le souci. C'est un exemple que je prends banal. Donc c'est à partir de 15% qui pourront venir enlever la poubelle qui est devant la porte. Là où ça devient intéressant, c'est que lorsqu'on vous envoie 10%, on ne doit pas vous demander les résultats de 12%. Vous comprenez? Et même sur le recouvrement, regardez comment les maires sont étranges. Même sur le recouvrement, c'est l'État central qui va encore recouvrir. Et lorsque l'État central vient recouvrir, ils prennent 10%. C'est eux qui le disent, donc pour les services de recouvrement. Donc il y a un manque de volonté réelle de l'État central de rendre effective la décentralisation. Est-ce que vous côtoyez les mairies? Oui. Il y a les impôts locaux que les mairies recouvrent directement auprès des... Ces impôts locaux, elles sont très maigres, monsieur. Auprès des commerçants, auprès des, je sais pas quoi, des motos. Il y a là local. Et ça coûte des milliards de francs, ça coûte des milliards. Une mairie comme Yaoundé là, ça coûte des milliards, parce que c'était une mairie à Yaoundé. C'est un coût de milliards de francs CFA, ces mairies. La preuve, chaque fois qu'on vote au budget, il est toujours de façon exponentielle. La marge qu'on donne aux FECOM n'est pas souvent plus importante que la marge qui recouvre sur le terrain. Mais le corollaire, c'est que les charges, les compétences qu'on leur a transférées n'est pas toujours... c'est pas tout aisé la gestion d'une commune entraîne énormément de dépenses. Vous comprenez? Donc ces petites taxes que les mairies, j'appelle ça petites taxes parce que ça représente pas vraiment, je ne sais pas combien de pourcents ça représente dans chaque mairie, mais si on faisait les calculs, on verrait que ça représente presque 2 fois rien du tout. Le truc est simple, moi le calcul est très simple. Il est vrai que même les 15% dont dit la loi actuellement ne peuvent pas souffrir les mairies. Voilà pourquoi au PSRN, le président Cabral dit il faut transférer 30% de recettes de l'exploitation du sous-sol dans chaque commune et 70% de l'exploitation des mines de surface. Ça, c'est ce que fera le PSRN une fois au pouvoir. Donc, avec le PSRN au pouvoir, les mairies vont être gâtées. Vous voyez que nous sommes loin, absolument très loin des 15% du budget qu'on demande. Parce que nous savons que c'est insuffisant pour développer un pays. Et je veux dire, il faut également au PSRN, à l'arrivée au lendemain de la prestation du serment du président Cabral, nous allons créer un domaine financier régional et communal. Parce qu'il faut enrichir les communes, vous comprenez? Les communes, c'est le premier aspect, c'est le premier rapport entre l'État et les populations directes. Donc le développement doit venir de cela. Et l'État central doit pouvoir faire cela afin de pouvoir impulser un développement réel. Tant que vous ne le faites pas, vous mettez les maires, vous les jetez en verdict, comme je disais. Donc vous voyez aujourd'hui, le RDPC, ils élusent des maires, et ces maires-là ont tout le mal du monde pour développer leur localité. Ça permet, dès qu'on parle de développement, ils disent « Ah oui, ça c'est la mairie qui devrait le faire. » Ah ben, vous ne donnez pas de capacité à la mairie de le faire. Et pour finir, je voudrais dire à mon ami Aimé Césaire, je veux, brillant que vous êtes, je voudrais que vous sortez de la dénonciation. Tout à l'heure, dans vos propos, vous disiez « Que peut faire le petit Aimé ?» Je veux vous dire ce que vous pouvez faire. Rejoignez le PCRN. Nous avons besoin de jeunes brillants comme vous, brillants que vous êtes certainement tous ensemble. Donnons-nous la main et changeons notre destin. Le destin, ce n'est pas ce qui va arriver demain, c'est ce que nous ferons de notre lendemain. On vous convoque toujours votre africanité. Il y a quand même un adage qui dit qu'il faut être fidèle aux petites choses pour pouvoir gérer les grandes choses. On leur donne déjà, pas 15%, mais on donne quelque chose quand même. Dans ce quelque chose, rien n'en ressort. Est-ce que si on donne 15% ou 30% à ces personnes, on est certain que ça va changer quelque chose? Le fait qu'on donne un peu, ce n'est pas parce qu'on voudrait qu'il en fasse quelque chose. On a dit l'État, c'est comme un gâteau où on partage, on donne à chacun. Lorsque quelqu'un a fait un budget, il faudrait lui donner l'argent qu'il a demandé. Le problème, c'est que lorsque un projet de budget ou un budget a été déposé, on ne peut pas donner l'argent en compte-gouttes. Parce que lorsqu'on le donne en compte-gouttes, on se rend parfois compte que c'est comme l'infantilisation. Soit le parent fait confiance à l'enfant, il le commissionne et il attend le résultat, ou il laisse tomber. Donc on ne peut pas prendre les administratifs pour des enfants. Le projet doit être évalué, l'argent pour le projet doit être mis de côté. On doit simplement attendre les justificatifs de l'emploi de cet argent. Malheureusement, dans notre pays, nous n'avons pas de comptabilité.
Le problème, justement, c'est ce manque de comptabilité. On a voté le budget, vous avez dit ça tout à l'heure. Le budget va, chaque année, il va crescendo. Est-ce qu'avant de voter un nouveau budget, on a déjà évalué le précédent budget? L'argent qu'on a donné pour administrer, les projets qui ont été faits, entre guillemets, est-ce que ça a connu une réalisation? Et peut-être même dans tous ces budgets, dans chacun de ces ministères, il y a des restes. Ben, si l'argent est resté dans les caisses, c'est où? Sur quelle base est-ce qu'on va voter un budget? Chez nous, en Afrique, qu'est-ce qui se passait? Moi, je vais vous dire que, oui, il y a déjà, c'est les TAR que vous concluez les sectoriels. Mais je vous dis que ces mêmes TAR sont arrivés au niveau des mairies dorénavant. Ces mairies ont le peu qu'on leur donne, mais ne font rien du peu qu'on leur donne. C'est comme ça que beaucoup de personnes font aujourd'hui. Je dis, ils ont dit on veut 15%, ça va être tout à panacée, on peut changer les choses. On vous dit, prenez d'abord 2%, travaillez avec les 2% qu'on vous donne d'abord, ça c'est un chiffre comme ça. Mais ces 2%, ils ne font rien de ça. Non, ils peuvent rien faire de ça. Ils ne peuvent rien faire de ça parce que, en fait... Est-ce que vous pensez que si vous avez des charges dans votre maison, vous avez précisément des charges de courant, d'eau, de loyer, en même temps que de savon et du pain le matin pour les enfants. Si vous avez un problème de 100 000 pour votre loyer, on n'est pas 100 000, et que vous avez 500, c'est pour un problème de 500 le pain le matin, ça va résoudre. Il faut avoir le pain le matin. Nous sommes d'accord sur ce prisme-là. Ça veut dire qu'à la réalité, si ces mains ont les problèmes d'1 milliard, il y a un problème de 500 000 qui y a quelque part qui peuvent vous résoudre. Au moins, ça va aider les citoyens de cette ville, de cette communauté. Mais ils ne le font pas. Nous sommes d'accord. La preuve, c'est qu'on dit que ce plateau, ça ne marche pas, on ne ressent pas les effets. Mais on voit des budgets de 2, 3, 4, 5 milliards par an, pas dans les mairies, mais ça ne change pas grand-chose. C'est ça que vous qu'on confronte au niveau local aujourd'hui, l'histoire sectorielle. Pourquoi au niveau local, ça ne marche pas alors qu'il y a quand même les 2, 3, 4, 5 milliards qu'on voit des mairies? Allez voir les budgets des mairies de Yaoundé aujourd'hui. Vous allez... Ils n'ont quasiment rien envié à certains ministres aujourd'hui qui n'ont rien envié. Mais au niveau local, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? C'est là où on a tous d'aller. Ça ne marche pas parce qu'il faudrait rentrer au village. Le problème, c'est que le goudron est venu traverser nos villages. Et lorsque le goudron a traversé le village, la route devient dangereuse. Prenons un cas pratique. Le maire a, comme vous avez dit tout à l'heure, un certain nombre de prérogatives. Il doit s'occuper de la délinquance juvénile, il doit s'occuper de l'éclairage public, il doit s'occuper de la gestion des ordures ménagères, il doit s'occuper. Maintenant, est-ce que lorsqu'on lui donne cet argent, en fait, on ne donne pas de l'argent, on vote un budget pour les éventuels emplois, est-ce que chaque responsable qui demande un budget a pris la peine de budgétiser? Avant la budgétisation, il y a d'abord l'identification des besoins. Est-ce que l'identification des besoins a été faite? Parce que si l'identification des besoins a été faite, on sait combien il faut pour changer les ampoules électriques sur les rébais verts pour l'éclairage public. On sait exactement combien de ménages il y a dans chaque mairie. Et là, on revient encore à la démographie. Dans chaque mairie, il y a combien d'administrables? Est-ce que ces administrés savent exactement quelle est leur population d'administration? Est-ce que ces administrables, c'est-à-dire les maires, connaissent les limites de leur mairie? Lorsqu'on connaît les mairies, on connaît exactement le nombre de motomanes, on sait exactement le nombre de ménages, on connaît exactement le nombre dans les marchés, par exemple. On devrait savoir quel est, sur le plan statistique, le nombre de commerçants. Une fois qu'on connaît le nombre de commerçants, on peut donc savoir quelle est l'assiette fiscale qu'on attend d'eux. Oui, mais on va vous revenir. Sauf que on va pour établir les faits, hein, dans chaque mairie, chaque année, le budget est voté à partir du plan de développement communal, local communal qui est toujours fait. Donc, ils savent exactement ce qu'il y a à faire, ils ont les postes de dépenses, ils savent les projets prioritaires, qui ne sont pas toujours, malgré que l'argent est complètement entré, qui ne sont pas tous exécutés. Ça, il faut le dire de manière claire. Voilà, vous allez réagir. Quelques secondes, monsieur Bika. Vous êtes ici à H3. Oui. Vous êtes un excellent journaliste, ça c'est sincère, hein, je vous le dis. Parce que H3 a su, Horizon 3
a su exploiter votre potentiel. Nous avons un gouvernement qui ne sait pas exploiter le potentiel des gens. Vous voyez, aujourd'hui, vous voyez nos jeunes ici dans la rue. Un jeune qui tourne ici, il fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, il a 20 ans, 30 ans, il n'a absolument rien du tout, il ne produit absolument rien du tout. Et vous prenez ces jeunes-là, vous l'amenez dans un autre pays, dans un autre contexte, vous l'amenez juste, vous lui donnez juste de quoi vivre quelques jours, et puis vous revenez 10 ans après, vous verrez ce qu'il a bâti. Nous sommes dans un régime qui ne peut pas impulser le développement. Nous sommes dans un régime qui ne peut pas, qui ne permet pas à ce que des gens puissent, qui n'a pas la capacité d'exploiter le potentiel des Camerounais. Et les Camerounais doivent tirer la conclusion. Il faut changer ce régime. Et mais c'est d'amour. Absolument. Lorsqu'on parle de décentralisation, c'est tout comme ça. On a en train d'agiter un thème sur les pouvoirs publics, absolument. Bon, sur l'État, dans le plan strict du thème, ça veut dire que les ministres et les gouvernants, on a l'impression que les maires sont des anges. Hein, ils font ce qu'ils ont à faire, simplement qu'ils n'ont pas l'argent pour faire ce qu'ils ont à faire. On vient tout à l'heure de convoquer quand même qu'il y a quand même un argent qui arrive quand même, mettons quand même dans les mairies, mais au niveau local, les populations se plaignent toujours. Le plan de développement local communal est clair, chaque année les budgets sont votés, l'argent entre, ils recouvrent l'argent, l'année qui suit, les mêmes problèmes reviennent, ça peut être résolu, les problèmes de détournement qui sont au niveau central arrivent au niveau local. C'est quand même une réalité qui Je voudrais, n'allez même pas loin poser la question, Bika. Le but de la décentralisation, que ce soit au Cameroun, que ce soit ailleurs, c'est certainement de permettre aux collectivités territoriales décentralisées de se mouvoir. On doit voir la démocratie participative, on doit voir le développement, et ça passe par ces communes. Mais sauf que, M. Bika, je vous ai dit, si vous n'avez pas un bon cœur, lorsque vous me remettez quelque chose, il y a de fortes chances que cette chose ne prospère pas. Si vous me l'avez donné avec un mauvais cœur. Plus grave, si au moment de me donner la chose, vous la saucissonnez, vous la siphonnez, je ne pourrais pas donner le même rendement que si la chose m'avait été donnée de manière entière. Plus grave, M. Bika, je convoque la mémoire du professeur Monondiana, qui disait: nous sommes dans le pays du mapartisme. Ma part d'abord. Vous faites bien de dire que dans ces communes, avec soit 41, 61 000 conseillers et autres, c'est chacun qui a déjà en vue la construction d'une bâtisse quelque part. Donc le maire s'assoit, il a ses 41, 30 ou bien 61, il s'assied dans une chambre. On dit, bon, vraiment, comme le législateur nous donne la possibilité d'élargir l'assiette fiscale, on peut ajouter une lettre peut-être à l'OTVP. Ça devient maintenant OTVPA, occupation temporaire à voie publique, et assimilée. Je me suis amusé à poser la question à un élu. Assimiler signifie quoi? On dit que lorsque vous ouvrez le battant de votre porte et que vous y accrochez des choses, c'est assimiler. Donc, le petit l'arc de cercle que votre porte prend, ça prend de l'espace. Et c'est ça là. Maintenant, lorsqu'on dit des choses comme ça, et que des personnes ont déjà dans leur tête qu'on s'en va sur le terrain récolter pour aller construire nos maisons. Ça, c'est pour vous répondre, parce que vous dites, bon, le peu qu'on a donné va où? Le peu qu'on donne ne suffit pas. Si plus haut, dans un ministère, on vous dit que des personnes ont reçu les budgets de fonctionnement et d'investissement, mais ils n'ont pas utilisé tout le budget d'investissement. Mais le budget de fonctionnement est fini. Au point où ils reviennent présenter le reste du budget d'investissement. Et ça, ce n'est pas de la sorcellerie. Et parfois, on rachète même le budget des ministères qui n'ont pas su consommer les budgets. Par exemple, le voilà! budget du transport. Un ministère ne consomme pas son budget d'investissement, et puis l'année précédente, vous en ajoutez encore. Tout à fait. Et il n'y a que 26% du budget qui va à l'investissement. C'est quand même c'est délirant pour un pays sous-développé comme le Cameroun. Monsieur Bika, lorsqu'on parle de décentralisation, beaucoup pensent que c'est seulement peut-être de manière politique. Vous avez cité les écoles tout à l'heure. On parle de la santé. On parle même du football, monsieur. Dans les pays que vous enviez là, les stades appartiennent aux mairies. Mais c'est quand même absurde qu'on voit nos jeunes enfants qui, en violation de la loi, parce que la loi qui encadre la création des écoles
dit vous ne pouvez pas regrouper les enfants d'autrui dans un espace qui ne vous appartient pas. Mais les gens louent des maisons pour faire des écoles, des collèges, voire même des lycées. Et l'État regarde. Dans la même logique, vous voyez comment des enfants meurent d'accidents de circulation parce qu'on est en train de marcher tout le long de la route pour aller faire le sport. Dans une commune où ce n'est pas le terrain qui manque pour créer, mais il y a une volonté manifeste, machiavélique, parce que des personnes appartiennent à un cercle bien fermé, ils font leurs choses. C'est pour ça que je vous dis toujours ici, M. Bidia. Moi, je n'aime pas parler jusqu'à avoir la crise cardiaque dans ces choses-là. Moi, je demande seulement à Dieu, Seigneur, j'espère que quand ça va changer, je serai au moins là pour voir que ça a changé. Mais nous n'allons pas baisser les bras. On continue le combat. Parce que ceux qui ont vécu avant nous ont mené un combat. Et nous nous en réjouissons aujourd'hui. C'est la simple raison pour laquelle je dis, nous allons toujours continuer de parler. Mais je vous dis, il y a une volonté manifeste de ne rien faire. Sinon, comment comprendre que dans une mairie, avec une pelle, peut-être un caterpillar, peut-être qui doit peut-être bénir, avec une pelle porteuse et autres, avec un camion, qu'on en soit avec des ruelles du quartier inaccessibles. Est-ce que l'autre là, il faut encore beaucoup d'argent? On peut même demander aux populations cotiser pour qu'on mette le carburant dans le camion ou bien dans le tracteur. Monsieur Abdoulaye, dernièrement, il y a quand même, dans le cadre du budget qui vient d'être voté à l'Assemblée nationale, il y a quand même des révélations graves qui ont été faites sur l'ancien budget, notamment le fait que l'ancien budget prévoyait quand même un montant de 250 milliards l'année dernière pour être retrocédé aux communes, justement, pour que le dépense effectif là-bas, malgré que l'État ait pu recouvrer 90% de son budget, plus de 5 000 milliards, ils n'ont que transféré aux communes 174 milliards environ. Donc, ils ont encore, il y a environ 100 milliards qu'ils ont délibérément gardés par devers eux, alors que la cagnotte était véritablement bonne. C'est le ministre des Finances qui l'a dit. Alors que paradoxalement, le président de la République parle de décentralisation comme une panacée, ce qui va venir changer les choses. C'est un ministère qui est dévoué à ça. Comment est-ce qu'ils disent des choses et font le contraire? Est-ce qu'on peut assimiler ça de la mauvaise foi à un dol ou à un mécanisme de tromperie purement et simplement, un sabotage? Ils ne veulent pas que ça avance. Vous avez l'argent, vous ne donnez pas. Comment on explique ça? Comment on peut comprendre face à un tel comportement? Comment on peut comprendre ça? C'est de la méchanceté associée à de l'incompétence quelquefois. Et vous savez, aujourd'hui nous parlons de 15% des mairies. Ce n'est pas que les mairies. Ils sont allés signer des accords en 2000, je pense bien, c'était en 2000, les accords d'Abuja, où il était également dit qu'il fallait transférer 15% à l'éducation et hormis de l'éducation également, un autre 15% à la santé. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas fait. Donc ce n'est pas que dans le domaine de la mairie que ça s'ouvre. Et c'est intéressant ce que vous dites, ils ne peuvent pas parce que lorsque vous transférez ces argents-là, ça entre dans le domaine du budget de développement, budget d'investissement. Et tout à l'heure, Césaire parlait du budget de fonctionnement. Vous verrez que dans ce budget qui vient d'être voté, de plus de 7 000 milliards, vous voyez que la plus grande partie de ce budget ne va pas à l'investissement. Il va au fonctionnement. 70% va au fonctionnement. Donc vous comprenez qu'ils ne peuvent pas, voilà pourquoi ils ne peuvent pas envoyer de l'argent. Parce que lorsqu'on envoie aux mairies, c'est un budget d'investissement. Ils ne sont pas dans la logique de développer le Cameroun. Ils ne sont pas dans la logique c'est-à-dire qu'ils sont dans la logique de rendre les Camerounais, de maintenir les Camerounais dans une précarité. Et qu'eux, ils puissent s'enrichir. La dernière fois, nous parlions qu'ils puissent devenir des élites, avoir des gros cylindrés, des baby. Et ils sont dans cette logique-là. C'est un gouvernement qui n'est pas pour le peuple. Ils ne sont pas pour le développement du Cameroun, ils sont là depuis 42 ans. Vous vous rendez compte depuis 42 ans, comment on comprend qu'en 42 ans de règne, qu'on soit incapable de fournir de l'eau potable aux Camerounais, même pas aux Camerounais, aux Yaoundéens. Yaoundé, c'est à peu près 2 millions d'habitants. En 42 ans de règne, vous êtes incapable de fournir de l'eau potable à 2 millions de personnes. Vous êtes incapable de fournir de l'électricité. Nos routes aujourd'hui, regardez comment nous souffrons en route. Je me force à trouver un domaine dans lequel ils ont pu apporter une solution. Nous ne trouvons pas, et je mets au défi, même au défi, je demande à tout le monde ici de m'aider dans cette réflexion-là. Ils ne sont pas dans le jeu de développer, ils ne peuvent pas développer le pays. Ils ont quand même excellé dans le vol. Oui, là ils ont excellé parce que c'est au moins 30 minutes qu'ils sont en prison.
C'est 30 ministres qui sont en prison. On était double champion du monde en voilà, corruption. Et on doit quand même respecter nos médailles. Oui, c'est des milliards. Donc, le premier problème déjà, c'est cet aspect de corruption. Voilà pourquoi dans le livre programme du président Cabral, ce que j'ai vu manifester, c'est de la rupture du programme. C'est-à-dire que nous disons au PSN qu'il faut d'abord faire une rupture avec la manière de faire le passé, la manière dont on fait. Après la rupture, on engage le progrès. Dans ce livre-là, le premier chapitre est consacré à la corruption. Il faut bannir la corruption. Tant qu'elle sera au Cameroun, absolument aucun mouvement ne peut se faire. Et le régime actuel n'est pas un régime qui puisse produire de la stabilité, puisqu'il faut d'abord de la stabilité pour qu'il y ait le développement. Même la stabilité, ils ne peuvent plus le produire. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient, ils ne peuvent plus rien donner. Et aujourd'hui, nous sommes en 2024. En 2024, il y a des nouveaux leaders qui émergent. Les Camerounais ont le choix et à la tête d'un leader qui dépasse. On a cette solution. Ils nous disent, avec le nouveau budget, que à la réalité, si ça n'a pas marché, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez d'argent. Ils en ont mis des taxes au niveau local dorénavant pour qu'ils puissent implémenter la politique de développement local, décentralisation. Donc dorénavant, nous sommes appelés chacun de nous à faire un effort au niveau local pour qu'ils cotisent cet argent et qu'en 2024, on ressent quand même au niveau de nos terroirs que les choses bougent et changent. Lorsqu'on sait qu'ils ont eu 100 milliards qu'ils ont gardé un dernier alors qu'ils avaient l'argent pour donner, est-ce que c'est de bon augure qu'on donne notre argent? Est-ce que ça va servir à développer nos communautés ou à les enrichir encore de plus en plus? Oui, ça va permettre justement de développer nos communautés. Mais ces communautés-là, c'est le ministre, le maire, le gouverneur, bref, tous ceux qui ont même mis sur cet argent. Oui, on verra justement que ça développe la communauté. Ils vont bien manger encore. Oui, non seulement ils mangeront bien, mais le problème maintenant, c'est que ils ont compris que chaque fois qu'il y a l'argent qui a été mis à leur disposition, ils l'ont pris, ils l'ont gardé quelque part. Le quelque part où ils ont gardé cet argent, ceux chez qui ils ont gardé cet argent leur demandent maintenant de justifier la provenance de ces fonds. Si les impôts ont augmenté, il faudrait peut-être que nous disions la vérité ici, tout simplement. Si les impôts, les taxes ne font qu'augmenter, c'est parce que l'argent qui a été grappillé et qui a été gardé ailleurs, quand ils veulent prendre cet argent, on leur demande, c'est votre argent, oui. On voudrait bien vous remettre votre argent, mais il y a une case à cocher. La provenance de cet argent. Et puisqu'ils ne peuvent pas justifier la provenance de ces fonds, ils se disent donc que les Camerounais, les personnes lambda ont suffisamment d'argent. Ceux qui poussent les brouettes au marché, là, ben, ils ont de l'argent. Ceux qui vendent le pain chargé avec le haricot, la bouillie, ceux qui sont en bordure de route, là, qui vendent de l'eau, mais ces gens ont de l'argent. La dame qui a 2 graines d'arachide sur la tête. Mais ils ont de l'argent et c'est cet argent qu'ils veulent. Son capital, c'est 2000 francs CFA. Donc, elle va payer les taxes au niveau local. Non, il n'y a pas un problème avec la femme qui vend les arachides sur la tête. Quand on multiplie... Elle a beaucoup d'argent. Vous avez raison, elle a beaucoup d'argent. Malgré le fait qu'elle ait une certaine quantité, quand on multiplie maintenant, c'est les calculs qu'ils font. Ouais. Le nombre de femmes qui vendent les arachides, bah, ça fait beaucoup. Le nombre de brouettiers, ça fait beaucoup. En fait, on finit par se rendre compte que nous sommes simplement dans un théâtre. Nous sommes dans un théâtre et d'un côté, il y a les acteurs, de l'autre côté, il y a ceux qui ont payé les premières places pour assister au spectacle et ceux qui sont derrière et qui ont négocié simplement. La deuxième vérité que nous devons dire, c'est que le but, comme l'a dit tout à l'heure mon copanéliste, n'est pas le bien-être. Tous ces taxes, tous ces impôts qui sont demandés aux pauvres contribuables, ce n'est pas pour leur bien. On peut poser 2 questions. La première question qu'on peut poser, c'est quelle est la mesure que ces gens ont pris pour le bien-être des gens pour qui ils ont pris ces mesures-là? Laquelle? La deuxième question qu'on peut se poser, c'est lorsqu'on vous a attribué un certain budget, un montant, en comptabilité, c'est simple. On trace une ligne en 2, on fait une espèce de croix. D'un côté, il y a le débit, de l'autre côté, il y a le crédit. D'un côté, il y a les ressources, de l'autre côté, il y a l'emploi.
Comment Bon, je vous garde la parole. Je vais simplement dire que nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Il nous reste 9 minutes. Maintenant, on va vers les solutions. Je suis initié, on ne m'a rien donné. Il suffit simplement qu'on me mette à l'épreuve et je vais agir. Donc, malheureusement, dans nos villages, ceux qui sont censés être les gardiens des traditions, on est allé les corrompre avec de l'argent. Aimé Césaire Dambo, après Soukou Ekolo, on ne peut plus rien faire. Nous sommes dans une fatalité fatale. On va même donner dire ainsi, pour dire qu'il n'y a aucune issue. Il nous dit que c'est au niveau réel. C'est fini, c'est mort. Qu'on convoque même le divin, c'est fini, c'est mort. Qu'on a même sur nos ancêtres. Ils ont même corrompu nos ancêtres. Est-ce que vous partagez son avis? Ou qu'est-ce qu'on peut faire pour que la décentralisation devienne la panacée au Cameroun? Que, à la réalité, un territoire puisse se mouvoir avec cette chose qu'on nous vend depuis 1996. Je vous ai dit à l'entame de cette émission que si on donne quelque chose à une personne qui ne connaît pas l'utiliser, c'est un problème. Si la personne qui donne avec une mauvaise volonté, c'est un problème. Et maintenant, si on met en symbiose les deux, qui certainement peuvent avoir un concubinage incestueux avec des choses comme corruption et bien d'autres choses, ça ne peut pas marcher. Raison pour laquelle je convoque toujours Dieu qui est au ciel. Et j'ai toujours mon adage fétiche, régulièrement je le dis sur votre plateau. Le temps n'a jamais rien fait sans tenir compte du temps. Et c'est la raison pour laquelle nous devons toujours laisser au temps le temps de faire son temps. En 70, ceux qui vivaient parlaient des choses qui n'allaient pas, qui ne marchaient pas, qui ne fonctionnaient pas. Le temps est révolu. Nous sommes en 80, après 90, après 2000. La mutation perpétuelle de la vie. Seul celui qui nous a créés sait ce qui va se passer demain. C'est pour ça que je convoque donc Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai vu l'instant présent et j'ai vu ce que j'ai vu. Il n'y a que toi qui sais et sauras quand est-ce que ça changera. Voilà, il n'y a que le divin qui peut améliorer les choses ici. Il y a le divin et Dieu du ciel ne descendra pas venir. Nous sommes des hommes. Il nous a accordé, il a créé l'homme avec la faculté de pouvoir réfléchir, de distinguer le mal et le bien. Moi, je vous dis la solution. La solution, elle est simple. Et, chers compatriotes, la solution, elle est d'avoir sa carte d'électeur. Le jour du vote, d'aller faire son devoir citoyen, de rester, de surveiller son vote. C'est cela la solution. La baguette magique, c'est la carte d'électeur. Voilà, c'est sur ces recommandations qu'on va mettre un thème ce soir à cette 4e sortie de la semaine de votre émission Horizon Soir. Nous sommes avec Aboulaye Boubou. Merci d'être venu sur le plateau. Je vous remercie, monsieur Bika. Et vous me permettrez un dernier message. Il n'y a pas meilleur studio où passer le message ici, dans ce pays qui est ici. Et le 20, se tiendra la dédicace du livre-programme du président Cabral du côté de Douala. Donc les Camerounais qui vivent de ce côté, les Doualayens, c'est bien ça le mot? Oui, voilà, les Doualayens peuvent aller prendre le programme, la proposition du président Cabral Libi. Bon, encore que... pour changer nos vies. Encore que même pas se mettre devant rien, même ceux qui peuvent aussi aller de ce côté pour y aller. On peut aussi y aller. Il y a des gens qui vivent en Kongsamba, je ne sais pas quoi, il y a Bassé, et Déa qui ont besoin aussi de ça. Disons qu'il faut inviter tout le littoral, déjà aller de ce côté de manière massive. Et il y aura encore ça ailleurs aussi. C'est programmé, il y aura également, et même le 19 d'ailleurs, le 20, c'est à Douala, le 19, c'est... Oui, même le 19 je pense, hier. En tout cas, nous allons revenir avec plus de détails. Je pense qu'il faut convoquer les régions, parce qu'on a la décentralisation. Donc la région littorale doit se verser massivement à Douala, le 20 pour la dédicace du programme. Manifeste de la rupture du programme du président Cabral Ligui. Et je voudrais également que mon ami Césaire se rejoigne à ces leaders-là qui est enraciné dans sa négritude, enraciné dans son africanisme et ouvert au monde, le président Cabral. Voilà, merci d'être venu sur le plateau ce soir. Oui, c'est toujours un honneur de venir ici et de dire la vérité. Parce que nous sommes dans une société où la vérité, ce n'est pas ce qui est le plus partagé.
on se rend compte que la vérité, c'est une fabrication. Or, la vérité doit être conforme aux faits. Et ce n'est pas ce qui est constaté au quotidien, malheureusement. Voilà, Émile Cédé-Damo, merci. Merci encore d'être Je vous dis merci. Je ne sais pas si je vais rejoindre mon ami au PCRN. En tout cas, j'ai suivi ce qu'il m'a dit. Je voudrais tout simplement dire à ceux qui nous dirigent que le grand maître, le maître, n'a jamais toujours été le plus fort pour demeurer le maître. Voilà. Du moins, ce soir, c'est vous les maîtres et vous restez les maîtres de l'émission Horizon Soir. Et on vous remercie de votre confiance renouvelée, de votre attachement effectif à l'émission. Votre fidélité nous honore. L'émission ce soir était encore coordonnée par Christelle Tigniem et supervisée par l'honorable François Biba. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain lorsque ce sera 18h30 pour la dernière sortie de votre émission Horizon Soir. En attendant, restez chez vous tranquille, sortez un couvert. Au revoir et à demain matin.